Bienvenue dans cette nouvelle exploration immersive. Aujourd'hui, la discussion nous emmène vers un lieu qui, à première vue, a vraiment tout d'une carte postale idyllique. Mmh. L'île de Changshu à Hong Kong. Ouais, Quiconque écoute cette analyse et a déjà eu l'occasion de s'y promener a sans doute été complètement charmé par son atmosphère paisible. ouais, c'est clair avec les bateaux de pêche colorés et les ruelles étroites. C'est ça, et surtout totalement dépourvu de voitures. Absolument. Et bien sûr, on y célèbre chaque année le très fameux festival des petits pains, le Bon Festivum. Mais derrière cette charmante façade balnéaire, il y a une histoire beaucoup plus sombre, Et complexe. complètement captivante. Pour structurer cette discussion, nos sources s'appuient sur un rapport de recherche extrêmement riche, intitulé attendez, je reprends mes notes, voilà. La peste de 1894, la discipline spatiale et la mémoire religieuse. Un excellent document, qui est d'ailleurs complété par diverses archives historiques de l'époque coloniale. La mission pour cette analyse approfondie est très claire. Il s'agit de déterrer les histoires méconnues de ce district, de mettre en lumière des éléments historiques que les visiteurs peuvent encore observer concrètement aujourd'hui. Mhm. Et surtout de comprendre comment une crise sanitaire mondiale peut en fait littéralement sculpter le paysage urbain et l'âme d'une société. Bon, décortiquons tout cela. Le document commence par l'année 1894. Pour bien saisir l'ampleur du traumatisme, quel était le contexte exact lorsque la peste bubonique a frappé Hong Kong? Le contexte de la fin du 19e siècle, c'est vraiment un mélange de chaos urbain et d'incompréhension médicale totale. Nous sommes en 1894, au cœur de ce que les historiens nomment la troisième pandémie mondiale de peste bubonique. D'accord. La maladie éclate d'abord massivement à Canton, semant la mort à une échelle terrifiante, et à cause des routes commerciales intenses, des bateaux à vapeur, la bactérie met très peu de temps à traverser la mer. Pour attendre Hong Kong? Voilà. Elle s'infiltre plus précisément dans le quartier de Taiping Shan Street, sur l'île principale. C'est une zone d'une densité de population extrême. Et le problème majeur, si je comprends bien, c'est que la médecine de l'époque navigue à l'aveugle. Exactement. Les autorités coloniales britanniques croient fermement à la théorie des miasmes. Ah oui, le fameux mauvais air. C'est ça. Selon cette doctrine, les maladies ne sont pas causées par des puces ou des bactéries, mais par des gaz toxiques invisibles qui émaneraient de la saleté. Et les sources mentionnent justement que cette croyance médicale a déclenché une réponse militaire effroyable. Le rapport décrit en détail les actions d'une unité britannique surnommée la Whitewash Brigade. La brigade de blanchissement, oui. Le niveau de violence de leurs interventions est sidérant. C'est presque comme des opérations de force spéciales aujourd'hui, mais contre des civils malades. Pouvez-vous expliquer comment cette brigade opérait concrètement dans ces foyers chinois? L'approche du gouvernement était d'éradiquer la maladie en attaquant physiquement l'environnement. La Whitewash Brigade était littéralement une escouade de soldats envoyés pour purifier le quartier par la force. Par la force, oui. Ces hommes enfonçaient les portes des habitations sans aucun préavis. Ils aspergeaient les murs et les sols de chaux vives irritantes. Et ils brûlaient les affaires des gens. Tout ce qu'ils considéraient comme contaminé finissait sur la place publique. Les meubles, les vêtements, mais aussi des objets de grande valeur sentimentale ou spirituelle, comme les hôtels familiaux. C'est terrible. Et le traitement réservé aux malades eux-mêmes semble tout aussi traumatisant. Il y a l'histoire de ce fameux navire, le IGA. Hmm. Le IGA était un navire-hôpital, ou plutôt, disons les choses clairement, un navire d'isolement flottant ancré au large. Une prison flottante, presque. Pour la population locale, oui. Être envoyé sur le IGA équivalait à une condamnation à mort. Loin des siens, sans possibilité d'accomplir les rituels de fin de vie. C'était perçu comme une double violence. La destruction des foyers d'un côté, Et une violation du corps et de la famille par la ségrégation forcée de l'autre. face à cette terreur imposée par la médecine coloniale, le rapport décrit une forme de résistance fascinante de la part de la communauté Ailufeng. Plutôt que de recourir à la violence physique, ils ont déployé ce que le document appelle une technologie spirituelle, Une très belle expression. n'est-ce pas? Comment cette riposte s'est-elle organisée face aux interdictions britanniques? La communauté Ailufeng a décidé de combattre l'épidémie avec ses propres outils cosmologiques. Ils ont sorti dans les rues la statue de leur divinité tutélaire, Paktai, l'empereur du Nord. Un dieu martial, d'après les sources. Un destructeur de démons qui a le pouvoir de repousser les fléaux. Ils ont organisé d'immenses processions, des purifications par le feu. Sauf que le gouvernement colonial a immédiatement perçu cela comme une menace. Ils ont eu peur des émeutes? Peur des émeutes et peur que ces rassemblements propagent les fameux miasmes. Donc,
Ils ont purement et simplement banni ces rituels. Et c'est à ce moment précis que l'histoire bascule vers l'île de Changsha. Le document détaille une véritable opération clandestine. Les habitants ont utilisé leur réseau maritime pour exfiltrer leurs dieux vers Changsha. Chez une autre communauté à Ilufeng. C'est ça. Face à l'échec de la chaux-vive, ils ont imposé leur propre vision de la purification. Ce qui est fascinant ici, c'est la capacité d'une communauté à transformer un événement traumatique de dépossession spatiale en une puissante tradition d'appropriation. Et le plus incroyable pour quiconque visite l'île aujourd'hui, c'est qu'on peut en voir les traces directes. C'est un véritable joyau caché. Lors de la grande parade moderne du festival, la procession est invariablement menée par la statue du Paktai de Taiping-shan. La statue originelle. Oui, celle venue de l'île principale. Elle passe avant même les propres divinités locales de Chongshao. Autre détail marquant sur Pakshe Street, on peut observer un rituel de lavage des rues. Les touristes pensent souvent que c'est un simple nettoyage folklorique. Exactement. Alors qu'il s'agit d'une reconstitution chorégraphiée de ce nettoyage forcé de 1894. Une vraie mémoire corporelle. Cependant, l'impact de la peste ne s'arrête pas à cette migration religieuse. La maladie est devenue endémique à Hong Kong avec des pics annuels jusqu'en 1929. Et cela a modifié les lois. Profondément, le discours officiel s'est mis à fusionner la rhétorique de la santé publique avec des préjugés raciaux très clairs. Le mode de vie européen était érigé en normes sanitaires absolues. Le rapport met particulièrement en lumière une loi de 1919, la Peak District Residence Ordinance. C'est un exemple frappant de ségrégation. Comment le gouvernement a-t-il utilisé le vocabulaire médical pour justifier cette division-lit ? L'habileté de cette loi réside dans son langage. Le texte officiel évitait les termes explicitement raciaux pour éviter un scandale diplomatique, mais il instaurait une zone à statut spécial sur toute la partie sud et vallonnée de Changshu. Avec des standards architecturaux précis ? Et une faible densité de bâtis. Sous couvert de créer un sanatorium naturel bien ventilé, le gouvernement a taillé une zone d'exclusion sur mesure, Pour les Occidentaux ? uniquement pour les missionnaires occidentaux et les marchands européens, loin des basses terres où vivaient les locaux. Le document précise d'ailleurs que cette loi n'est pas passée inaperçue parmi l'élite locale. Un conseiller chinois de l'époque, Ho Fuk, s'y est vivement opposé au conseil législatif. Il a dénoncé un racisme flagrant. En soulignant que de riches familles chinoises pouvaient tout à fait respecter ces normes de construction. Mais ces protestations ont été ignorées. Le résultat est sans appel. Les archives montrent qu'en 1938, sur la trentaine de résidences somptueuses bâties dans cette zone, aucune n'appartenait à un Chinois. Aucune. Et pour ceux qui font de la randonnée aujourd'hui, cette frontière invisible a laissé des marqueurs très physiques. 15 immenses bornes en granit brut. Si l'on marche vers le St. John Hospital, on passe à côté de la borne numéro 14, par exemple. Souvent couvertes de mousse. Les promeneurs s'en servent de banc sans réaliser qu'ils sont assis sur un artefact juridique d'apartheid sanitaire. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, c'est l'illustration parfaite du capitalisme racial croisé avec la gouvernance sanitaire. La maladie a été instrumentalisée pour devenir un outil de planification urbaine implacable. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Pendant que les Européens s'enfermaient sur leurs collines, les dynamiques de pouvoir en contrebas étaient tout aussi complexes. Le document introduit une entité de l'ombre au pouvoir immense, le clan Wang Wai Tsaktang. Oui, Quelles étaient les différentes communautés qui peuplaient Changshu et comment ce clan a-t-il réussi à monopoliser la quasi-totalité des terres ? les basses terres étaient peuplées par 3 groupes distincts, les Cantonais, les Chiuchao et les Ailufeng. L'ascension du clan Wang s'est consolidée avec un outil juridique britannique, le Block Crown Lease de 1905. Pour standardiser la propriété foncière ? C'est ça ? Les Britanniques ont soudainement reconnu le clan Wang comme l'unique propriétaire légal de presque toutes les terres privées. Donc, les autres habitants sont devenus de simples sous-locataires. Le clan contrôlait environ 90% des terres. Mais le rapport détaille comment ils ont maintenu cette hégémonie sans provoquer de révolte. Par le mécénat ? Exactement. Ils sont devenus les principaux financiers du Festival de la Peste, le fameux Dajiu. En finançant les immenses tours de bambou et l'opéra chinois, le clan Wang s'achetait une forme de soumission spirituelle. Un formidable outil politique pour pacifier les tensions ? Et pour rappeler qui était le maître de l'île. Les visiteurs du majestueux temple Paktai, aussi appelé temple Yuk Hui, peuvent encore voir ses traces. Sur les anciennes stèles, en pierre à l'intérieur, le nom de la famille Wang est gravé en lettres d'or. Scellant leur monopole dans le marbre. Cependant, face à la brutalité des épidémies récurrentes, le besoin de la communauté
n'était pas seulement politique. Il était profondément médical et humain. Surtout avec la méfiance envers les hôpitaux occidentaux. Évidemment, à cause du traumatisme de la Whitewash Brigade. C'est ainsi qu'a émergé l'hôpital Phong Binh. Une institution de charité locale. On y prodiguait de la médecine traditionnelle, mais sa fonction première et vitale était d'offrir la dignité dans la mort. Le rapport souligne l'importance vitale de cette notion dans la culture locale. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette dignité était si cruciale lors des épidémies? Dans la cosmologie traditionnelle locale, mourir d'une mort soudaine, contagieuse, loin de ses proches, était la pire des malédictions. Sans les rituels funéraires appropriés, l'âme était condamnée à devenir un esprit affamé. Un fantôme errant et rancunier. C'est cela. L'hôpital Phong Binh fournissait des cercueils et gérait les rites funéraires. Cet effort matériel se conjuguait parfaitement avec le Festival des Petits Pains. Dont la fonction était d'apaiser pacifiquement ces fantômes, créés par la peste. Exactement. Et cette géographie de la mort est encore très présente. Tout au bout de la rue Pak She, on trouve les ruines envahies par la végétation de l'ancien hôpital Phong Binh. Mieux encore, les rituels modernes pour nourrir les fantômes se déroulent toujours à proximité de l'embarcadère voisin. Une résonance directe avec le passé. Un rappel de l'époque où les flottes revenaient lourdement frappées par l'épidémie. Mais pour revenir au festival lui-même, les archives montrent qu'il a subi une transformation radicale. Le rapport documente une rupture majeure dans les années 70. Que s'est-il passé lors de l'édition de 1978 ? L'année 1978 a marqué un traumatisme d'une autre nature. Le point d'orgue du festival a toujours été la célèbre compétition nocturne d'escalade. À l'époque, on construisait 3 tours coniques monumentales exclusivement en bambou. Recouvertes de milliers de vrais petits pains sacrés. À minuit, les jeunes grimpaient frénétiquement. Mais cette nuit-là, sous le poids des grimpeurs et de l'humidité, l'une des tours s'est effondrée sur la foule. Faisant de nombreux blessés graves. Le gouvernement a immédiatement interdit la compétition pour des raisons de sécurité publique. Une interdiction qui a duré 26 longues années. 26 ans d'interruption. Les sources expliquent que la compétition a fait son grand retour en 2005, mais sous une forme complètement mutée. Les fragiles structures en bambou ont été remplacées par des squelettes en acier massif. Et pour des raisons d'hygiène, les vrais petits pains ont été troqués contre des répliques en plastique moulé. Et les grimpeurs doivent maintenant suivre un entraînement sportif rigoureux, s'équiper de harnais professionnels. C'est fascinant, on dirait presque une analogie avec la transformation d'un rituel mystique intense en un sport extrême, très réglementé. C'est tout à fait ça. Et l'ironie moderne se lie à chaque coin de rue. D'un côté, le toit traditionnel en tuiles du temple, et juste devant, cette immense structure industrielle. Et puis, la tradition reste si forte que même les multinationales s'y plient. Ah oui, cette anecdote est frappante. Pendant les jours du festival, l'île entière est tenue de respecter un jeûne strict. Le McDonald's local suspend complètement la vente de viande pour proposer uniquement des burgers végétariens. Cela soulève une question importante sur la manière dont les sociétés métabolisent leurs peurs historiques. Nous assistons à la transition frappante d'un rituel de survie viscérale vers une industrie du loisir de masse. C'est très bien dit. Ce qui a commencé comme une réponse désespérée d'une communauté cherchant à apaiser des âmes torturées a muté. Aujourd'hui, le festival est labellisé patrimoine culturel immatériel, co-géré par l'État. C'est le processus par lequel la mémoire collective aseptise le traumatisme pour le rendre consommable. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? En tirant tous les fils de cette recherche, il apparaît clairement que Chung Chau est bien plus qu'une simple escapade pour manger des fruits de mer. C'est une archive géologique vivante. Les ruelles où l'on mime encore les aspersions de la Whitewash Brigade, les bornes de granit, les petits pains en plastique. Les strates d'une histoire de résilience. Il est essentiel pour quiconque écoute cette exploration de réaliser que les paysages charmants que l'on consomme en tant que touriste sont très souvent les tissus cicatriciels de crises historiques profondes. La forme a changé, mais le paysage urbain n'oublie jamais. C'est une excellente métaphore. Et je conclurai sur une réflexion plus large. Lorsque nous arpentons ces espaces façonnés par la peur de la contagion de 1894, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur l'avenir de nos propres traumatismes récents. Les pandémies modernes. Précisément. Les marquages au sol pour la distanciation physique, nos confinements, nos équipements de protection. Si l'on se projette dans 1 ou 2 siècles, est-il envisageable que ces mesures d'urgence subissent la même métamorphose ? C'est une idée vertigineuse.
Il est tout à fait possible que les générations futures transforment elles aussi nos protocoles sanitaires actuels en d'étranges et joyeux festivals folkloriques, oubliant la terreur initiale pour n'en garder que le spectacle. C'est une perspective historique fascinante, qui change complètement notre regard sur le présent. Et c'est sur cette pensée particulièrement stimulante que l'on va refermer cette discussion. L'objectif était de rendre lisibles les histoires invisibles gravées dans les pierres et les rituels d'une île exceptionnelle, et on espère que cette plongée dans les archives a nourri votre curiosité. À très bientôt pour continuer d'explorer les profondeurs des connaissances qui façonnent notre monde.